Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Faune Android et aujourd'hui je vous accueille pour une vidéo que j'attendais vraiment beaucoup. J'accueille donc Stéphane Marty qui anime la chaîne YouTube Deus Ex Silicium. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci. On lui a prêté une Switch OLED qu'il a démontée entièrement et on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Un petit peu dans le même style que la vidéo que nous avons faite sur la Xbox Series X. N'hésitez pas à aller la regarder parce qu'elle est vraiment super intéressante. On va commencer tout de suite avec le démontage. Stéphane, est-ce que la Switch OLED est difficile à démonter? Alors, difficile à démonter, oui et non. C'est-à-dire que déjà, il faut, j'ai pas vraiment compris pourquoi Nintendo a utilisé deux types de vis. Il y a le Y, le Tri-Wing, qu'ils ont souvent utilisé dans la console. Et il y a aussi le cruciforme Philips, alors que on pouvait tout faire avec du cruciforme, surtout que des tridents, il y en a que deux. C'est relativement facile à démonter au niveau de cette partie-là. Ici, on a juste le boîtier complètement ouvert, donc cette partie-là se retire assez facilement. Les vis en triangle, justement, elles sont où exactement? Elles sont ici, en fait. Donc si vous regardez sur celle qui est montée, elles sont ici et ici. Sachant que toutes les autres, celles qui sont sur les côtés et celles qui sont au-dessus, sont du cruciforme. Un cruciforme classique. Ouais, Est-ce que c'est assez petit, c'est du double zéro, je crois. toujours sur ces petites vis en triangle, est-ce que ce sont des vis que l'on retrouve souvent ou pas? Non, en fait, justement, il faut. Même moi, j'en avais pas, donc j'ai commandé un petit set de 3. C'est vraiment, enfin, moi, je les ai toujours trouvés que sur les consoles Nintendo, et c'est peut-être leur marque de fabrique, mais c'est pas plus sécurisé que les autres. Hein. Ça se trouve facilement, hein. Ça coûte 10 € sur Amazon ou autre pour un set de 3 ou 4. D'accord. Donc une fois que les vis elles sont retirées, donc tu as retiré le capot. Et une fois qu'on ouvre le boîtier, on a accès à ce bouclier, enfin on appelle ça un shield, qui permet justement de faire en sorte que les composants électroniques qui sont en dessous ne soient pas perturbés par des éventuelles ondes électromagnétiques. C'est une plaque dont c'est de l'alu, et c'est ce qui permet aux ondes électromagnétiques externes de ne pas venir perturber les composants, et inversement aussi que les composants ne viennent pas, ne sortent pas avec leurs ondes électromagnétiques. Ce n'est pas une protection physique. Non, pas vraiment. D'accord. Voilà, cette partie-là, elle se retire. Alors, par contre, il y a pas mal de vis qui sont là pour maintenir tout ça. Je pense qu'en tout, j'ai dû dévisser peut-être 20-25 vis pour tout retirer, ce qui est pas mal pour une petite console comme ça, c'est-à-dire beaucoup plus que dans les téléphones portables. Bon, ça veut aussi dire que c'est bien construit, hein. Plus il y a de vis en général et plus ça tient. Et puis aussi, il y a moins d'usage de colle. Oui, d'ailleurs, au niveau de la colle, j'en ai trouvé que au niveau de la batterie pour maintenir la batterie en place, sinon il n'y a pas de colle en dehors. Voilà, et ensuite on accède au reste, donc tous les composants sont évidemment là, mais ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce modèle-là, contrairement au précédent modèle de la Switch, il y a un peu de métal. Donc ça renforce aussi la robustesse du boîtier. D'accord. Et là, c'est vraiment une question de protection physique. Oui, et je pense aussi que ça permet à l'écran OLED qui est de l'autre côté de rester bien en place. Donc, est-ce que ça a été dur à démonter au final? Alors pour moi, non. Par contre, j'ai un peu l'habitude. Peut-être que pour des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude, ça sera un peu moins accessible. Maintenant, le problème, c'est pas le démontage. Le problème, ça va être l'accès aux composants, où là, c'est une autre paire de manches. Ils n'ont pas vraiment fait en sorte que certains composants qu'il faudrait pouvoir changer, comme par exemple le ventirad, sont pas simples d'accès. Parce que par exemple, pour avoir accès au ventirad, il faut retirer cette protection. Et le ventirad, d'ailleurs, il est en dessous. Là, on voit le trou et il est en dessous. Rien que pour ça, il faut retirer ce bouclier. Le problème, c'est que au-dessus du bouclier, il y a quelques fils qui sont collés. On a les antennes Wi-Fi ici et Bluetooth ici. Pour ce qui est de l'accès aux composants, c'est déjà un peu plus compliqué. D'accord. Ce qui veut dire que la réparabilité de la console, finalement, est très faible. Est très faible. Ah oui. Clairement. Par rapport à l'ancienne génération, à la Switch normale, tu dirais qu'elle est plus difficile ou moins difficile à réparer? Ah, je pense que c'est pareil. Au niveau de la disposition des composants, la première Switch était peut-être un petit peu plus modulaire parce que notamment au niveau du circuit qui est ici, voilà, qui contient les micro SD et la cartouche. Elle était conçue différemment. Il y avait deux plaques qui permettaient de pouvoir changer l'une indépendamment de l'autre. Et sur cette version, maintenant, il y a l'ensemble sur une seule et même carte. Est-ce que tu as démonté les Joy-Con? Alors pas encore, ça fait partie des choses qui me restent encore à faire. Tac. On va suivre ta chaîne pour évidemment avoir la conclusion. Ça sera effectivement sur la vidéo que je prépare. On a démonté la Switch. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette Switch? Tiens, justement, on parlait tout à l'heure de la
carte mère. Dessus, il y a donc tous les composants essentiels. On a parlé du port micro SD, on a parlé aussi du port cartouche qui est ici. Il y a le jack aussi. Il y a le jack, exactement, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc c'est tout. Sur cette carte-là, il n'y a que ça. Et ça s'appelle une carte fille et qui se connecte par un petit connecteur, carte à carte comme ça, sur la carte mère. Donc après, tout le reste, toute l'électronique est là. Alors, au niveau de la qualité de l'électronique, c'est vraiment très bon. Il n'y a rien à dire. C'est du bon boulot. C'est à peu près le même niveau d'intégration que les smartphones, on va dire milieu de gamme qu'on a aujourd'hui. C'est de la microélectronique qui est rassemblée sur une petite surface quand même. On a la pièce principale qui est ici, qui est le processeur. Donc c'est un processeur Tegra, alors qui est fait spécifiquement pour Nintendo par Nvidia. Donc il a 4 cœurs qui sont cadencés à 2 GHz et il a un GPU qui lui est cadencé à 768 MHz. Le processeur est le même, il est cadencé à la même vitesse. Voilà. À côté, on a la mémoire SRAM qui est de la DDR4. Le SDRAM, et il y a 2 fois 2 Go, donc ça fait 4 Go en tout. Cette partie-là, c'est le petit bloc, alors qui sont normalement recouverts, pareil, d'un petit boîtier, de la même matière que celui-là. Tous les composants là sont recouverts. En fait, là je vais retirer pour qu'on puisse les voir. Et donc ici, c'est le petit bloc qui est chargé des émissions radio. Donc c'est la puce en fait Wi-Fi et Bluetooth. C'est le traitement des signaux radio. Au niveau, peut-être un petit mot sur le port USB-C. Il est blindé aussi. En fait, là j'ai retiré le blindage pour qu'on le voit mieux, mais comparé à la précédente Switch, ils l'ont renforcé. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait il sera plus solide. D'accord. C'est une question de solidité ou c'est aussi une question d'électricité, de gestion de, non, je pense que c'est plutôt une question de solidité. Il n'aura pas de flottement si jamais on se sert un petit peu trop de lui. Ça c'est sympa parce que c'est vrai que sur une console portable, on est toujours en train de la brancher. Et puis en plus, celle-là, elle a la particularité quand même de se mettre sur un dock. On est comme ça avec la console, en train de se demander, tiens, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça, etc. Le port USB type C, eh ben, il est renforcé, il sera plus solide. Voilà, et des deux côtés en plus, donc il est vraiment bien encapsulé dans la carte. On a aussi, vite fait, le processeur audio qui est ici, qui est spécifique, qui est le même que sur la première. De l'autre côté, donc on a une vraie pièce qui change par rapport à la première, c'est le SSD, donc qui est dans ce petit bloc-là. On en parlait tout à l'heure, donc c'est la pièce qui change bien. Voilà, qui était à 32 Go sur la première et qui est à 64 sur le second. Bien sûr, oui. Avec son petit contrôleur ici dédié. Ça, on est content d'avoir 64 Go dans cette nouvelle console parce que c'est vrai que 32 Go, c'était un petit peu exigu. Voilà, après on sait qu'il y a aussi un accéléromètre gyroscope qui se trouve ici, cette toute petite pièce là. On en parle souvent du gyroscope et de l'accéléromètre dans les smartphones. Et ben on se dit, voilà, c'est le truc qui permet de passer du mode vertical au mode horizontal. C'est vrai que quand on voit comme ça, c'est tout petit. C'est un petit circuit intégré qui fait à peu près 3 mm sur 3. Quoi. Voilà. Après le reste, ce sont des composants de surface qui sont là pour gérer les alimentations de tous les circuits intégrés qui sont là, parce que c'est quand même une électronique assez complexe. Donc il y a beaucoup de composants analogiques, condensateurs, résistance, voilà. Ça, c'est moins intéressant à discuter. Oui. Globalement, la qualité de cette fabrication, de cette carte est plutôt très bonne, et je pense que Nintendo sait faire maintenant depuis le temps aussi. Est-ce qu'on a des remarques à faire sur la batterie? Là, je vois que nous avons la batterie qui est ici, que nous avons décollée. C'est strictement la même que la première console. On s'est rendu compte pendant les tests que l'autonomie de la Switch OLED était légèrement supérieure à celle de la Switch normale. C'est bien sur l'économie d'énergie plutôt que sur la grosseur de la batterie que ça fait la différence. Ouais, en effet, il y a une explication à ça. La première, c'est que l'écran OLED, la technologie OLED permet de consommer moins de courant, et aussi parce que le processeur de cette carte-là consomme un petit peu moins. Ils ont amélioré uniquement la gestion de son alimentation. Sur la première console, il consommait 12 watts, et ici, maintenant, il consomme 7 watts. Là, on parle de la consommation de l'ensemble de la carte mère. Non, uniquement de son processeur. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, il n'y a pas de changement finalement dans le processeur, et là, finalement, il y a un changement qui est celui de la consommation. Ouais. Mais alors, d'où vient ce petit changement de consommation? Il n'y a pas de changement intrinsèque au niveau des performances. Comme je pense que c'est une version qui a été gravée avec une finesse de gravure inférieure à celle du premier processeur, plus on descend dans la finesse de gravure, oui, et moins ça consomme. Mais c'est quand même très étonnant. On a les mêmes performances, on a une consommation qui est moindre. Oui, parce que les composants à l'intérieur sont plus petits. C'est ce qu'on fait de plus en plus, et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les smartphones dernière génération qui sont ultra puissants consomment pas beaucoup finalement par rapport à la puissance même qu'ils peuvent délivrer. Voilà, et grâce notamment au Snapdragon et à Qualcomm qui font un travail assez incroyable là-dessus. Dans une puce comme celle-là, il y a plusieurs milliards
de transistors. Voilà. Et c'est une puce qui doit faire 12 mm sur 12 ou 13. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant. C'est pas grand-chose finalement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres systèmes, hein, où on est à un processeur M1 de chez Apple. Oui. Il a 30 milliards de transistors, par exemple. Dans la vidéo de la Xbox Series X, on a parlé de la chauffe de la console et de la façon dont elle gère la chauffe, justement, elle gère la chaleur qui est dégagée par le processeur. Comment ça se passe au niveau de la Switch OLED? Alors, c'est exactement le même système de refroidissement qui a été intégré dans la deuxième, à la petite différence près que comme ce système de refroidissement, c'est un dissipateur thermique avec un petit radiateur, il a besoin d'être un petit peu moins présent, c'est-à-dire qu'il est un peu plus fin en termes de design. Il n'a pas besoin d'avoir un tube de cuivre qui est aussi épais que dans la première Switch, mais sinon, le concept même est le même. Donc, c'est le dissipateur qui est plus fin. Mais en revanche, le ventilateur, lui, il ne change pas? Le ventilateur, j'ai pas vu de différence particulière. Le système de refroidissement dans son ensemble est basé sur le même concept. Après, étant donné que le processeur consomme moins, donc il chauffe moins, il a besoin d'être moins refroidi, donc du coup, ils ont allégé certaines pièces. Ouais, d'accord. Est-ce que le circuit d'air est le même quasiment que celui de la première Switch? Ça rentre par l'arrière, ça monte et puis ça ressort par ici? C'est ça. On a remarqué que les aérations de la Switch OLED ont légèrement été modifiées. Est-ce que ça change quelque chose? Franchement, j'ai pas l'impression en fait. C'est cosmétique. Ouais, c'est que du cosmétique. Ouais. Ça, c'est beau. Est-ce que le bouclier pourrait lui-même faire un petit peu office de dissipateur? Oui, bien sûr. Ouais. Il participe au système de refroidissement général de la console. Est-ce qu'il chauffe le Tegra? Pas vraiment. Moi, les tests que j'ai pu faire étaient à des températures plutôt raisonnables pour un processeur aussi petit. Donc, non, franchement, il est plutôt bien contrôlé. On arrive à quelle température à peu près? On est autour de 50 degrés, 50 ouais, 55 degrés. Ouais, à peu près ce qu'il y a sur un smartphone. Peut-être que le smartphone, ils vont un petit peu plus haut même. Ouais, ils vont plus haut, mais ils sont plus puissants aussi. C'est ça, il faut pas oublier, ça reste un processeur qui est plutôt au niveau d'une entrée moyenne de gamme d'un smartphone. Si tu veux le comparer à quelque chose qui existe dans la gamme Qualcomm, par exemple, tu le compares avec quoi? Avec un 600? Ouais, voilà. Un Snapdragon 600? Ouais, plutôt, ouais. Il faut pas oublier que ça a été développé pour Nintendo par Nvidia, donc on ne sait pas tout. Il faudrait. Oui, il y a des optimisations qui vont bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, notamment au niveau du GPU. On ne sait pas combien il a de cœur CUDA, si jamais ils utilisent du CUDA aussi. Enfin voilà, on ne sait pas trop comment ça se passe à ce niveau. On avait remarqué aussi dans la Xbox que certains jeux faisaient chauffer la console beaucoup plus que d'autres. Est-ce que c'est le cas aussi avec la Switch OLED? Intrinsèquement oui, mais comme les valeurs sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres, ça n'a pas vraiment d'incidence. Il pourrait y avoir des jeux par exemple qui ne consomment quasiment rien. Bon, je pense à du jeu indé, du Stardew Valley par exemple, et de l'autre côté, on prend un Breath of the Wild par exemple, qui lui, voilà. Non mais ça c'est évident, mais encore une fois, la différence de température entre les jeux du Tetris, où il n'y a pas beaucoup de cycles processeurs qui sont nécessaires, jusqu'à le jeu dont tu parles, c'est clair qu'il y en a un qui met à contribution peut-être 80-90% du processeur, et un autre 20 ou 30. Oui, pas grand-chose. Mais la gestion de la température est plutôt bien équilibrée. Donc je pense que tout le système d'alimentation qui est autour du processeur est en mesure de réguler assez bien le courant. J'ai d'ailleurs constaté qu'il y avait un capteur thermique, un capteur thermique qui permet de mesurer la température c'est la température générale ou c'est la température de certains composants en particulier? De certains composants, oui. Les plus essentiels au système. Quels sont les composants qui chauffent là-dedans? Bon, on a parlé du processeur, bien sûr. Oui, en fait, ce sont tous les composants qui sont assez sollicités. Les plus sollicités, c'est le SSD avec son contrôleur ici. Très important, le contrôleur, sinon le SSD n'existe pas. Le processeur, évidemment, c'est la pièce la principale. Et un petit peu les mémoires, mais le fait que le boîtier soit recouvert et qu'il serve aussi de dissipateur thermique pour l'ensemble fait que c'est plutôt convenable. Voilà, on n'est jamais dans des températures très élevées. Il y a par contre un autre composant qu'on n'a pas cité encore et qui chauffe pas mal, c'est la batterie, parce que c'est quand même là-dedans que circule le plus de courant. En fait, c'est elle qui fournit le courant à tout le monde. D'ailleurs, les fils sont relativement épais, on va dire bien calibrés, parce que justement, elle peut fournir 4300 ampères-heure. Milliampères-heure, pardon. C'est plutôt bien dimensionné pour ce genre de machine, mais elle peut avoir tendance aussi à chauffer un petit peu si justement on utilise des jeux qui tirent pas mal sur la batterie. Donc elle est placée comme ça, avec par-dessus cette partie-là, qui fait que ici, ça lui sert aussi de dissipateur. Oui, elle est en contact permanent. Avec ici le ventirad, qui fait que il ne fait pas que office d'aspiration de l'air pour le rejeter
et refroidir l'ensemble. Il est aussi là à proximité de la batterie pour faire en sorte qu'elle soit une des premières à bénéficier de son travail. On n'a pas parlé aussi de l'écran. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon. Enfin bon, il est un peu moins mignon là quand même, il est tout démonté le pauvre. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur cet écran? Je vais faire une expérience, c'est que je vais découper une partie pour le visualiser avec mon microscope électronique à balayage qui nous permettra de voir en fait la technologie OLED. Parce que OLED ça veut dire, l'acronyme français, c'est DELO, diode électroluminescente organique. Et on n'en a pas vu souvent. En général, on parle beaucoup d'OLED, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Donc ça va me permettre de montrer en fait la techno et la structure des couches. En fait, ce sont des couches de semi-conducteurs qui sont les unes sur les autres. Et ça, c'est tant qu'on ne le voit pas à l'image, on ne peut pas se le représenter. Donc encore une fois, on aura une explication dans la vidéo sur ta chaîne. Voilà, c'est ça. Et donc l'écran est recouvert forcément d'une plaque de verre, mais en fait il y a plusieurs couches qui sont de l'autre côté, et la couche, la partie OLED, c'est juste celle qui est avant la dernière, et donc il va falloir que je fasse en sorte de récupérer ça sans trop être destructeur en fait pour la couche OLED, parce que l'écran évidemment il sera définitivement mort. Pour tous ceux qui ont mal au cœur, un peu comme moi, pour cette Switch OLED, paix à son âme. Il donne son corps pour la science en fait. Exactement, exactement. Un petit détail aussi qu'on peut remarquer, c'est que derrière la dalle OLED, il y a ici une puce, un semi-conducteur aussi, qui est un circuit intégré, qui est le contrôleur de la matrice OLED. Évidemment, il y a beaucoup de points sur l'écran, mais par contre, au final, il n'y a pas grand-chose comme connecteur, parce que lui, son travail, c'est justement de gérer tout ça, sans qu'il y ait 500 fils qui sortent de l'écran pour être connectés là-bas. D'accord. C'est quoi ce truc-là? Alors ça, c'est un haut-parleur. Parce que justement, on nous a dit dans la fiche technique de la Switch OLED qu'elle bénéficiait de nouveaux haut-parleurs qui sont plus puissants, qui offrent un meilleur son, etc. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce truc-là ou pas? Oui, alors c'est vrai. Ça, par contre, ils ont raison. Ils ont refait le design de ces haut-parleurs-là. Ce sont des haut-parleurs qui sont fermés. Ils sont, contrairement aux précédents qui étaient ouverts, ceux-là, ils sont fermés. Alors, il y a une bobine qui est juste à ce niveau-là, de l'autre côté. Et au-dessus, ce sont des aimants. Si on regarde bien, il n'y a pas du tout de trou. Le son est forcément envoyé de ce côté-là et il reste bien enfermé, ne va pas de l'autre côté, alors que dans le précédent modèle, il y avait un peu de son qui fuitait de l'autre côté. D'accord, qui fuyait dans la console. Et voilà, ils ont revu ça. Au niveau du design, sinon électrique, c'est le même type. Hein. Je ne sais pas si tu as fait la comparaison avec le son de la précédente, mais en tout cas, ça se voit sur la conception même du haut-parleur. Ils ont effectivement revu le principe. Donc, une fois qu'elle est bien démontée, elle est facile à remonter ou pas? Alors, ça dépend jusqu'où tu l'as démontée en fait. Parce que là, par exemple, pour monter au niveau auquel je suis allé, c'est juste impossible. Il ne sera pas possible que je la remonte. Pourtant, j'avais entièrement démonté la Xbox et vous l'ai rendue. Elle est encore chez moi, cette Xbox, elle marche très bien. Mais là, par contre, non, ça ne sera pas possible. Maintenant, si on l'ouvre pour pouvoir, par exemple, remplacer le ventirad, en étant un peu méticuleux, elle peut être remontée assez facilement. Maintenant, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Je pense pas que... Bon, par exemple, un point important, contrairement à la première, le SSD, il est soudé à la carte. Pour le remplacer, il faut changer toute la carte, quoi. Voilà, il faudra juste remplacer toute la carte et ça veut dire l'ouvrir aussi loin que ce que je suis allé. Ça, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui pourra le faire. Mais ça veut dire aussi que les réparateurs, eux aussi, vont avoir beaucoup de difficultés Alors, je ne sais pas s'il existe vraiment beaucoup de réparateurs de consoles Switch. Ne serait-ce que pour remplacer l'écran, par exemple. On peut retirer l'écran assez facilement si on a le matériel, donc il faut un tapis chauffant avec une ventouse. Par contre, la connexion de l'écran, elle n'est pas aussi accessible que ce qu'on aurait souhaité. Pour pouvoir reconnecter un nouvel écran, il faut quand même retirer le bouclier, retirer le ventirad et retirer aussi le pipe, donc le dissipateur. Et donc ça fait quand même beaucoup de choses à retirer, ne serait-ce que pour remplacer l'écran. Super, eh ben merci énormément pour tous ces détails. Moi encore une fois, j'ai adoré faire une vidéo avec toi parce que vraiment j'apprends beaucoup de choses. Merci. Donc allez voir la chaîne Deus Ex Silicium de Stéphane Marty. Elle est vachement bien. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao! Salut, au revoir.